Et on devrait être en live dans un instant. Et ça y est, nous sommes en live. Vous pouvez vérifier, j'ai mis vos noms à côté de vos images. Et donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir, il y avait déjà du monde qui était là sur le chat. Bonsoir Boubou. Bonsoir également Erwano. Bienvenue à vous. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont pas tarder d'arriver. Il y a Monsieur Émile qui est là. Bonsoir Émile. Et puis bonsoir FX et bonsoir Damien. Bonsoir. Et on va aujourd'hui faire le second épisode. J'espère que le son sera nettement meilleur que la dernière fois et qu'il n'y aura pas autant de petits ratés que la dernière fois. En tout cas, on a un programme un petit peu chargé ce soir puisqu'on a des sujets qui m'ont l'air d'être fort intéressants. Sous une chaleur de plomb, on peut voir Damien qui a un petit peu chaud. Moi, il fait 30 degrés dans le studio. Et puis, donc, je pense que je vais être un petit peu dans ton état tout à l'heure. Et puis, FX qui est également au chaud. Je vais dire bonjour un petit peu à tous ceux qui sont arrivés, puisque du coup, il y a Émile, il y a Hurricane, il y a HWDDR, Karken, bonsoir le Finnois. Bonsoir également à Sierra Charlie, à Rogue One, Fixou. Lapin Féroce, et puis Chris TK4TO, j'espère que j'ai oublié personne. J'ai senti l'odeur de pneus brûlés, du coup je suis venu. Voilà. Sans écho, ouais, non, on a bossé. Petite question au chat. Est-ce que moi, il n'y a pas trop de décalage entre le son et l'audio? Parce que moi j'en ai un, mais ça peut être mon retour. Bonsoir également à Alexia. C'est nickel, ok, super. Bonsoir également à Dronix. Pourquoi Dronix n'a pas apparu dans mon... Je sais pas pourquoi. Ça apparaît à côté. Ok. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Donc je propose que pour commencer, on va faire un petit tour de table. Alors, petite précision pour ceux qui ont l'habitude d'être sur mes lives. C'est pas un live comme je le fais d'habitude. Ce qui fait comme vous le voyez, alors c'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là, il n'y a pas le chat n'apparaît pas, il n'y a pas les alertes, tout simplement pour essayer de garder un son le plus correct possible, de façon à pouvoir l'uploader sur YouTube, et que ça reste présent, et qu'on puisse l'écouter également en format podcast. Je vais proposer qu'on fasse un petit tour de table, pour vous rencontrer, ceux qui ne vous connaissent pas. Si vous ne connaissez pas, il faut clairement aller vous abonner à vos chaînes. Et je propose que l'on commence par FX. 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 Moi, c'est FX, je François Xavier. J'ai 47 ans. Je suis dans l'IT depuis 2000, de manière professionnelle. J'ai un master en télécom et en réseau. Je m'occupe d'une société qui fait à peu près une vingtaine de personnes et qui fait de l'open source en Normandie. C'est sur la même société depuis l'an 2000. Que vous dire de plus? Pourquoi je stream? Et qu'est-ce qu'on fait dans mes streams? Alors, c'est plutôt... Alors, je suis venu au stream parce que j'ai eu 2-3 soucis de santé et j'avais besoin de redonner un peu de sens à plein de choses. Et j'ai eu l'impression que pendant ces 20 ans-là, j'ai bien avancé dans la vie, mais j'ai pas avancé techniquement. Et donc, le stream, ça me permet de remettre un peu la main à la pâte, et dans les streams, on fait de l'électronique, on bricole, on démonte, on fait de l'open source, on essaye d'installer des Linux, on bricole tout un tas de trucs, donc c'est vraiment sans prétention. Et puis on arrive on se marre bien, et puis ça marche pas, mais c'est pas très grave, ça. C'est l'important, c'est qu'on rigole et qu'on apprenne des trucs. Et le chat est souvent là. Voilà, c'est expérimental. Le chat, tu vois, il y a Emile, il y a Denis, il y a tout ça qui me file toujours un coup de main. Et puis voilà quoi. Donc on rigole bien. On a toujours 2-3 trucs que je récupère à gauche à droite à démonter. Et puis on fouine. Et puis c'est comme ça qu'on apprend quoi. Exactement. C'est comme ça qu'on excite notre apprentissage. Exactement. Et si ça peut susciter des vocations, tant mieux. À 100%. Et Damien ?
Je sais pas, moi, je bosse dans la sécu informatique parce que c'est mon domaine de prédilection. Je suis tombé dedans assez petit, je suis passé de boîte en boîte assez, on va dire, tout au long de ma carrière, on va dire. Même si je suis pas si vieux que ça et que bon, ça fait que j'ai arrêté de compter les années depuis que je bosse là-dedans. Au niveau formation, j'ai un truc totalement erratique. On va dire que je suis plus en auto-formé que suivi des cursus ingé ou quoi que ce soit. Mais bon, je pense que j'ai quand même cette mentalité, hein, on va dire quasi ingénieur sur la partie analyse des trucs qui me titille, qui est en partie là. Et pourquoi je me suis mis au stream parce que c'était post-Covid et je suis parti d'un constat assez simple en fait, c'est qu'il y a tellement de soirées où je voulais tellement faire de trucs et que j'arrivais à rien. Je sais pas si vous connaissez ça, les soirées tu te mets dans ton PC, tu dis ouais je vais faire un truc cool et tu finis à 2h du mat en train de regarder des vidéos YouTube, tu sais pas comment t'en es arrivé là. Et donc voilà, je m'étais dit faut que je trouve un moyen de me focus vraiment sur des trucs que je veux faire, un peu pour rejoindre ce que disait Fix aussi sur le fait que techniquement c'était aussi l'occasion d'approfondir des sujets, d'aller triturer des trucs avec lesquels je n'ai pas l'habitude de jouer en montant des petits projets et du coup je me suis dit pourquoi pas streamer parce que j'avais des collègues qui faisaient ça et je me suis dit ça pourrait être intéressant et en fait puis surtout ça me donne un cadre, ça me fixe sur des trucs à faire et surtout j'ai du monde à côté qui est là pour aider, avec qui je peux partager aussi, ce qui est toujours cool. Enfin voilà, donc c'est comme ça que je suis tombé là-dedans, ça va faire bientôt 3 ans déjà, ça passe trop vite. Et, voilà. Et donc dans ce que je fais habituellement, c'est plus du live coding, donc développement open source en live sur Twitch, de la rétro-ingénierie aussi pas mal, rétro-ingénierie matérielle, logicielle. Donc on prend des trucs connectés, on les démonte électroniquement parlant, on regarde comment c'est fait, on désassemble du logiciel. J'aime bien aller un petit peu regarder comment ça fonctionne, mais sous le capot, mais vraiment sous le capot, quasiment assez proche du processeur et c'est toujours super intéressant après de voir comment ça marche et ce qu'on peut en tirer. Voilà, grosso modo. Ouais. On donne des fois un petit peu d'assembleur dans tes streams. Un petit peu. Il y en a peut-être des streams où il y a des gens qui ont eu beaucoup mal au crâne, ouais. Mais je crois qu'il y a une constance parmi nous trois, c'est que le stream, ça permet de verrouiller un temps pour faire ces fameuses choses qu'on remet au lendemain sans arrêt. Ça serait bien que... Ça cadre. Ça cadre. Ouais, il y a un temps pour. Ça cadre. Voilà, exactement. Il y a un temps pour, et puis que ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Et puis c'est pas grave. Et même si tu streams, c'est avant tout un temps pour toi. Tu vas faire les choses, tu vas prendre le temps de faire les choses, et après tu fais partager ces choses-là à tout le monde. Et moi, j'y trouve vraiment un super intérêt. Qu'il y ait 2 personnes, ou 50 ou 100 personnes, ça dépend du sujet, mais c'est toujours pareil, il y a toujours quelque chose. Et en plus, les gens sont extrêmement bienveillants, je trouve. Donc c'est vraiment génial. On a la chance d'avoir cette communauté-là. Ah ça oui, je suis assez d'accord. Hein. Il y a une bienveillance assez... Et dans mon domaine, il y a aussi un truc intéressant, c'est que du coup, c'est pas mal de viewers qui me l'ont dit, c'est que du coup, parce que je fais des présentations sur les trucs cybersécu en conférence, etc. Et à chaque fois, on montre toujours que ce qui marche. C'est-à-dire qu'on va te montrer comment on a réussi à pirater tel truc, comment la sécurité de tel bazar est en fait un peu à moitié bancale, mais que des réussites d'une certaine façon. Et là, comment dire, quand je suis en train de galérer pendant 4 heures d'affilée ou 5 heures d'affilée sur un truc à la noix, il y a aussi un petit peu ce côté coulisses, si tu veux, qu'on voit pas habituellement sur, en fait, quand il fait ça, il montre 10% de ce qu'il a fait, où il a réussi, mais derrière, il y a 90% de fails. Et les fails, c'est aussi un truc important à montrer, je pense. Je pense aussi. C'est vrai que ça marche pas du premier coup. Et que c'est pas si facile et que... moi, je me souviens, au tout début, on a fait une PS5, je dis on, toi, parce que je l'ai fait toi avec le chat. Il y a eu 17 heures de soudure, des soudures, et bon, la machine a été briquée parce qu'elle était déjà briquée, et puis on n'a rien fait. Mais on a rigolé, et puis on a appris plein de trucs, en fait. C'est ça qui est bien. On a fait des CMS, on les a ressoudés, on a regardé les rampes, enfin, c'est super intéressant. C'est quelqu'un qui disait, c'est pas le résultat qui est important, c'est le cheminement. Exactement. Et là, ça prend son sens. Je suis entièrement d'accord. Et puis vu que les gens sont plutôt bienveillants, ça se passe... oui, ça par contre, c'est un truc moi qui m'a énormément surpris au début. Je m'attendais à devoir avoir géré beaucoup de toxicité. Et franchement, ça a dû arriver 1 ou 2 fois. Mais franchement, les gens sont bienveillants, ils sont là pour aider. Quand on galère sur un truc, ils amènent des solutions, ils amènent des expériences qui marchent ou qui marchent pas. Mais ils sont là pour aider et
je trouve que c'est dans l'esprit positif, c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas de jugement. C'est- Comment? Il n'y a pas de jugement, en fait. Ah non, C'est non, ça. c'est ça, il n'y a pas de jugement. Et on est tous là pour essayer de faire des trucs. Des fois, il y a Ah. des jugements sur le code quand tu fais du live Ah oui. coding. Moi, ça m'arrive assez souvent. Je n'ai pas fait. Des choix que tu peux faire dans l'implémentation, dans des choix techniques ou autres, où du coup, il y a toujours quelqu'un derrière qui fait ouais, mais moi, j'aurais pas fait comme ça avec. Bref. C'est les informaticiens entre eux, ça c'est normal. Non, après c'est bien aussi, ça amène un challenge si tu veux. Tu confrontes tes idées à d'autres idées, et il m'arrivait plusieurs fois de dire en fait ouais, ce que tu as proposé là c'est bien et ça serait mieux de faire, et au final tu te rends compte que tu vas plus vite. T'as des gens qui spotent des erreurs dans le code, qui te disent ligne 23 tel truc, il y a un caractère qui manque, ce qui fait que du coup t'as pas à avoir à régler ça après. Non, c'est cool, il y a un aspect très positif et effectivement très peu de toxicité. Je veux dire, j'ai pas eu à beaucoup sévir en tout cas sur le chat. Ouais, non, ça reste très très raisonnable de ce côté-là. Depuis quand, Fix, tu fais des lives? J'ai pas noté. Ça va faire un an dans un mois. Ah oui, ça fait un an. Ça va faire un an, ouais, Ouais. dans un mois. Parce que j'avais bien noté 3 ans pour Virtual Labs. Ouais. Et bon, c'est à peu près ça, c'est à peu près cette époque hein, pour le confinement. Et en fait, c'est toi qui m'as donné envie de faire. Après, j'ai Cool. regardé Emile, après, j'ai regardé Rancune. Et un matin, je me suis dit, c'est peut-être la solution pour que je me pose, pour que je me calme, pour que je fasse ce qui me plaise et que ça me donne une fenêtre pour. Voilà, je me donne un objectif. Ça marchera pas, mais au moins, j'aurais passé du temps à faire un truc. Et tu t'achètes du matos, tu te fais plaisir et c'est cool, quoi. Mais d'ailleurs, toi, tu m'as pas mal aidé parce que au fond là-bas, il y a une Spark Station 5 qui est, je sais pas si on la voit très bien là-bas, que tu m'as envoyé, sur laquelle j'ai fait tourner Ah, le non. step. Oui, ouais. C'était avant que je parte en vacances. C'était l'an dernier. Ouais. C'était l'an dernier, avant que tu partes en vacances, et c'était après que j'ai reçu une Spark Station 20 qui a souffert du transport. Pour ceux qui viennent d'arriver, il va y avoir une petite page de pub. Je suis désolé si vous la tapez. Il y a obligatoirement des pubs sur Twitch. Et puis on va attaquer les sujets à proprement parler juste après la page de pub. Il y en a pour 1 minute 45. J'ai le petit message, moi, ad starting soon. Donc ça va pas tarder d'arriver. Bonsoir à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Notamment, il y a Taxia Network. Bonsoir Cécile. Il y a Dr Neverwhere qui est arrivé aussi. Il y a qui? Il y a Snoop peut-être. Je crois pas que je l'avais salué. Il y a Free Geek. Il y a Fiat Minimis. Ça venait. Chavenet, Noursiboul, PDP Maker qu'il faut aller voir aussi. L'ami Jules, MT Maker, Charconnet, voilà, il y en a tout plein d'autres encore qui sont arrivés entre temps. J'en ai peut-être loupé plein, mais là il y a une page de publicité, ne vous inquiétez pas. Je reviens juste après la pub. Et pendant que c'est la page de pub, on va pas attaquer le sujet essentiel, mais il y en a plein qui l'ont pas, et donc on peut continuer à discuter tranquillement. Effectivement, comme dit Chanel, il n'y a pas Nidouille. Nidouille m'a dit qu'elle n'était pas là, elle est en déplacement, et donc elle regardera en replay. Mais effectivement, Nidouille n'est pas là ce soir, donc on n'aura pas les remarques de Nidouille. Mais il y en a plein d'autres, je ne sais pas combien vous êtes là, 94, quasiment une centaine, et ça va continuer d'arriver encore un petit peu. Léa qui est pas là. Léa, il n'est pas là ou pourquoi c'est un lapin? Léa, Ah oui, il sauf Léa, paraît- bien sûr, oui, c'est la rentrée, sauf Léa. Et bonsoir également à Shoryu, qui vient d'arriver, à Slayer Papillon. C'est plus une pub, 1045, c'est un film. Alors, je peux mettre moins long, mais il faut que je mette plus souvent. Ah oui, non. Mon idée, c'est de mettre quasiment 1 heure. Je peux pas mettre 1 heure entière, mais quasiment 1 heure. Il y a qu'une minute 45, je crois que je suis à 51 minutes, un truc comme ça. Le film, je suis sûr qu'ils disent des trucs entre eux pendant les pubs. Sinon, ça code à un moment, ça débug. On a... pas ce soir. Ce soir, on va discuter. Alors, il nous reste combien de temps? 9 secondes de pub. Et au-delà de ça, moi j'ai recruté quelqu'un par les streams. Ah ouais? Ouais. Et puis j'ai rencontré du monde IRL, comme Chavenet, comme Nidouille, tout ça. C'est dans la continuité, c'est sympa aussi, tu vois. Bah écoute,
tu dis que tu as recruté quelqu'un, moi j'y pense jamais comme je le dis, mais j'ai pris en freelance quelqu'un avec qui je travaille pour donner des formations suite aux différents streams. Hein. C'est un streamer, c'est dans l'équipe Qu'est-ce que tu geeks et je suis très très content. J'ai un stagiaire en ce moment qui me suivait sur Twitch. Et quand on l'a choisi, je savais pas du tout, mais en tout cas, pour avoir discuté avec lui quand il a peu après que je suis arrivé, il m'a dit ouais, je te suis sur Twitch et tout, je regarde tes streams. J'ai du fanboy au boulot. Et dans l'école à laquelle je travaille, j'en ai quelques-uns aussi qui me suivent, qui me connaissaient avant. Alors, je vous propose qu'on attaque les différents sujets. On a prévu quelques petits sujets, puis on va commencer par toi, Damien. Parce que Damien, tu as fait un projet qui m'intéresse, j'aimerais que tu nous en racontes un petit peu plus. Ouais. Ça va ouvrir plein de trucs. Puisque je crois que tu as récupéré une machine qui s'appelle une Cricut, qui était briquée ou qui avait plus d'abonnement ou un truc comme ça. Désactivé, c'est toute une longue histoire. Ouais, parce qu'en fait je faisais des streams de River, c'était cool, je prenais des trucs sur AliExpress, mais à un moment donné on avait fait un stream il y a quelques temps de ça où j'avais reversé un routeur Wi-Fi d'un certain fournisseur d'accès Internet sur lequel on avait réussi à installer OpenWRT en exploitant quelques vulnérabilités que je peux pas expliquer ici parce que du coup genre de fournisseur d'accès internet qui est assez réticent à ce qu'on partage de l'information et du coup je trouvais ça super cool de dire bah tiens j'avais un truc qui traînait dans les cartons, j'en ai fait quelque chose d'utile hein, et j'ai réussi à lui redonner vie et à le faire tourner sur un truc plus récent sans vulnérabilité et il y a je crois que c'était en janvier pour un live de nouvelle résolution où quelqu'un m'a parlé justement d'objet en question qui est la Cricut Maker parce que j'avais dit ouais je voudrais faire un projet utile en fait, faire du reverse mais que ça serve vraiment à quelque chose et il y a un qui m'a dit bah tiens regarde il y a une news qui est tombée il y a pas longtemps, il y a un fabricant de découpeuses vinyle connectées qui a fait un bad move récemment et qui a décidé tout simplement de rendre payant l'abonnement au système. Donc je vous présente vite fait l'écosystème en tout cas de Cricut Maker, enfin de Cricut et donc de sa Cricut Maker. C'est donc une découpeuse vinyle, tu l'achètes dans les alentours de 450 € à peu près, enfin prix conseillé, donc c'est pas le petit objet qui coûte pas cher quoi. Tu la connectes à ton ordinateur et ensuite avec un compte gratuit ou payant en fonction de ton choix, tu peux accéder à un logiciel, enfin tu peux utiliser leur logiciel qui te donne accès à des designs et tu peux faire de la découpe et de la conception de choses à découper pour ta machine assez facilement. Et donc ils voulaient donc limiter le nombre de designs que pouvaient faire les utilisateurs à 20 designs par mois et donc globalement après leur première modification les utilisateurs étaient donc limités, ceux qui ne voulaient pas payer en tout cas étaient limités à 20 designs différents à découper par mois. Et donc forcément les utilisateurs ont gueulé en disant que c'était pas normal, surtout que la machine coûtait cher et tout. Et ils ont fait marche arrière assez rapidement, je crois, en quelques semaines, parce que ça a vraiment fait un bad buzz. Mais il y a beaucoup d'utilisateurs qui se sont dit, bah, en fait, ils sont pas à l'abri de nous refaire ce coup-là plus tard. Donc en se disant, bah tiens, j'ai acheté un objet connecté, mais ça se trouve, je suis verrouillé, et du jour au lendemain, les services peuvent tomber, le serveur qui est utile pour faire la découpe peut tomber. Tout le truc est verrouillé et c'était problématique. Donc ça c'était vraiment l'idée de départ de dire bah tiens il y avait ce bad move de cette société là et il y a quelque chose à faire si on arrive à libérer la Cricut Maker du joug de son propriétaire si tu veux. Et ça c'était assez tentant comme idée. Et à côté de ça j'ai découvert pas mal de choses notamment sur la gestion des pannes sur la Cricut Maker, donc même sur les différents trucs de Cricut. En fait quand t'es pas aux États-Unis et que t'es en Europe par exemple et que t'as un souci avec ta machine, tu contactes le SAV, tu lui dis j'ai ça qui marche pas, ils vérifient et ils demandent pas de renvoyer la machine, ils te disent tout simplement de la mettre à la benne et qu'ils t'en envoient une nouvelle. Donc à 450 € la machine. Ouais carrément ouais c'est alors sachant que la problématique de e-waste c'est un truc qui était assez comment dire d'actualité, que j'avais fait une présentation à une conférence d'ailleurs quelques mois avant en ce qui concernait justement ce problème des e-waste, des e-déchets et du fait de reprendre le contrôle des objets pour les faire durer plus longtemps. Bah ça faisait complètement sens et je me suis dit bah tiens c'est ça en fait, faut que j'aille prendre une Cricut Maker, que j'aille la libérer de son firmware propriétaire et tout ça permettra notamment de
de redonner vie à tous les Cricut Maker qui ont été désactivés, qui ont été remplacés alors qu'il n'y avait pas besoin. Oui, parce que j'ai oublié de préciser, en fait, Cricut désactive à distance les machines. C'est-à-dire qu'en gros, quand il t'en donne une nouvelle, il désactive ton ancienne pour pas que tu puisses t'en servir. Et donc, à ce moment-là, quand j'avais eu cette conversation lors d'un stream avec un viewer, qui m'avait mis sur ce sujet-là en tout cas, il n'y avait pas de Cricut Maker disponible. C'est-à-dire que j'ai écumé tout ce qui était Facebook Market, la marketplace de Facebook, Le Bon Coin, etc. Il n'y avait pas de Cricut pas cher. Bah oui, parce que quitte à démonter une Cricut pour la reverser, je vais pas mettre ça 100 € dedans, quoi. Et il se trouve que je crois que l'été suivant, juillet ou août, j'ai réussi à trouver une Cricut Maker à 50 € sur Le Bon Coin, qui était désactivée. Donc sans aucun accessoire, sans rien, et ça a pu, j'ai pu commencer à reverser le système à partir de septembre-octobre. Bref, donc je me suis lancé dans ce truc-là en live sur Twitch. On a désossé la Cricut Maker, on a récupéré le PCB, le circuit imprimé, fait toute la rétro-ingénierie du circuit imprimé. Donc à partir du circuit imprimé, retrouver comment étaient connectés les composants, quels étaient les composants, comment reprogrammer le microcontrôleur. Tu fais un schéma à partir du circuit imprimé, c'est ça ? C'est ça. En fait, là, pour cette analyse-là, j'ai fait juste une photo recto verso. C'était un circuit double couche, donc pas très compliqué à reverser. Et à l'aide d'une analyse d'image, en fait, on peut tracer les pistes et on refait les interconnexions entre les différents composants. Et à côté, donc j'ai un KiCad sur lequel je viens placer le microcontrôleur et puis tous les composants utiles que je repère pour faire un schéma électronique de principe. Ça me permettra pas de refaire le PCB, mais au moins ça me permet de garder une trace de qui est connecté à quoi et comment, ce qui est très pratique quand on passe au firmware, au développement. Au moins on sait comment piloter. Donc j'ai fait la rétro-ingénierie du circuit, retrouvé le schéma équivalent, et à partir de là, pour aussi des problématiques juridiques ou légales, j'ai tout simplement effacé le firmware qui était dessus, sur le microcontrôleur d'origine. Parce que le souci ici, c'est que si jamais je faisais l'extraction du firmware, qui en soi est assez compliqué à faire parce qu'il y a des protections, et que je faisais la rétro-ingénierie du firmware, on aurait pu m'accuser de contrefaçon. Parce que j'avais eu accès au code source d'origine et j'aurais très bien pu reproduire des comportements ou copier des parties. Et donc pour éviter ça, j'ai simplement viré le firmware d'origine et je suis reparti from scratch sur un firmware maison que j'ai développé en portant notamment JRBL de manière à ce que la machine puisse manger du G-code. Et donc ça a pris quelques mois à obtenir un truc qui fonctionne parce qu'il y a plein de problématiques techniques liées à ça. Gestion de l'USB, notamment le pilotage des moteurs qui était un peu difficile. Je crois que j'ai passé 7 ou 8 live juste pour arriver à les faire bouger comme il fallait. Et bref, et donc de fil en aiguille, j'en suis arrivé à faire un firmware qui fonctionne avec un outil Inkcut un petit peu trafiqué au passage, parce que c'était pas prévu qu'il communique avec la Maker, et à faire mes premières découpes sur ma Cricut Maker. Et actuellement on en est là, en fait, on en est avec la première version, enfin une bêta qui fonctionne, qui permet de découper, de faire du traçage aussi, mais qui pour l'instant est loin d'être utilisable parce qu'il y a plein de fonctionnalités qui manquent du coup, et il y a aussi un petit peu de calibrage et de tuning à faire sur les réglages. Voilà. Et du coup, oui. Et donc tu sais pas ce qui désactive en gros? Alors si, parce que pour la petite histoire, donc du coup j'ai présenté ces travaux de hack à Le Hack cette année, donc c'était un événement de cybersécurité qui se déroulait en juillet, enfin fin juin début juillet, c'était à cheval c'était 1er ou 2 juillet je crois, et du coup pour l'occasion j'avais vu qu'il y a certaines personnes qui vendaient des tutos sur Le Bon Coin sur comment hacker la Cricut, comment faire en sorte qu'une Cricut Maker désactivée puisse être réutilisée. Je crois que c'était 30 € le tutoriel, et vu que j'étais d'humeur un petit peu joueuse, j'ai acheté le tutoriel pour savoir comment il faisait, plutôt que d'aller chercher par moi-même parce que j'étais un peu feignant et dans l'urgence. Et il se trouve qu'en fait l'astuce est toute simple. Il y a une requête qui est faite par le logiciel au moment où tu lances ta découpe, qui vérifie que ta Cricut n'a pas été désactivée. Donc en gros il envoie son numéro de série, et c'est une blacklist de numéro de série côté serveur. Et donc ce qu'ils font globalement, c'est qu'ils enlèvent le réseau, déconnecte physiquement, via le soft, via l'OS, il désactive le réseau au moment où cette requête part, et vu qu'elle aboutit pas, la découpe démarre. Et c'est tellement débile. Donc c'est du blacklist côté serveur, clairement. Donc je pense que si on peut usurper le numéro de série ou trouver un numéro de série qui marche, ça marche aussi. Bon, tu pourrais faire un fake AP Wi-Fi qui intercepterait les requêtes ou quelque chose comme ça.
Sans que c'est d'HTTPS, mais oui, d'avoir moyen de faker le SSL derrière, ouais. De faire un petit proxy SSL avec une autorité de certification qui est acceptée. Mais là, au niveau technique, c'est moins grand public, si tu veux. Le plus simple, c'est de dire au grand public, ben écoute, tu cliques sur le bouton, puis quand ça part à la découpe, tu débranches ton câble réseau. Tu déconnectes ton interface Wi-Fi. Oui. Comme ça. Enfin bref, donc 30€ pour ça, j'étais content. Mais bon, en tout cas, il y a des solutions qui existent, mais il y a aussi beaucoup de machines à vendre sur le bon coin. Il y a des gens aussi qui ont compris qu'il y avait du business à se faire derrière, donc ça me côté qui me dérange un peu plus, qui du coup vendent des tutos. Il y en a d'autres qui achètent des machines, qui les revendent avec le tuto en prix x2. Enfin, il y a tout un marché parallèle du coup qui s'est lancé là-dessus. Donc c'est devenu un peu plus compliqué d'ailleurs depuis de trouver des Cricut Maker à 50€ quoi. Ouais, parce que maintenant elles sont la loi de l'offre et la demande. Ouais. J'avais regardé moi pour en acheter une. Parce qu'on a fait quelques autocollants ici à la maison. On les voit pas ici. Ah, on voit peut-être un tout dans le coin là. Ici. Ouais, 2-3 petits autocollants qui avaient été faits. Mais ils ont été découpés à la main et je me disais, putain, ça serait cool d'avoir un truc un peu plus simple pour faire ça. Et quand j'ai vu effectivement qu'il fallait un abonnement, qu'il fallait. C'est pas la peine quoi. Tu achètes un truc hors de prix et tu peux pas l'utiliser comme tu veux derrière. Donc c'est un petit peu chaud. Je voulais rebondir sur ton histoire d'avoir effacé le contenu du firmware qu'il y avait dans le processeur. Parce que ça me rappelle une histoire qui est la création du premier compatible PC légal. Je pense que tu as pensé à ça en le faisant, non ? Oui. Après, j'ai pas assez de personnes pour faire la même chose, la même approche qu'eux, avec une qui désosse et qui documente et l'autre qui réimplémente. Mais oui, c'était. En fait, l'autre problème, c'est qu'ils ont envoyé des cease and desist à tout va. Il y a beaucoup de projets qui s'étaient créés au moment où il y a eu le bad buzz, avec des gens qui ont reversé le protocole de communication de la Cricut Maker et qui ont fait des logiciels, sachant qu'il y a un protocole chiffré et une clé de chiffrement. Il y a certains qui ont embarqué la clé de chiffrement dans des GitHub pour avoir un truc prêt à l'emploi et ils se sont pris des lettres d'avocats. Des cease and desist parce qu'ils publiaient de la propriété intellectuelle, ce qui est vrai. Et du coup, en l'état, c'était un peu compliqué. Donc, il y a quelques projets qui restent et qui disent démerdez-vous pour trouver la clé. Et quand vous l'avez, vous la mettez là dans le logiciel et ça fonctionne. C'est un peu plus embêtant. Mais ouais, je voulais pas. Surtout que le but c'était de faire un truc open source. Je voulais pas que ça fasse pareil en fait. Je voulais pas mettre un GitHub avec tout le code source et que je me le fasse fermer de force derrière parce que Cricut a fait pression sur un tel ou un tel. Parce que voilà, tout simplement, soit je diffuse des informations qui peuvent être considérées comme la propriété intellectuelle et donc c'est de la contrefaçon, soit tout simplement ils sont pas contents et ils ont la puissance de frappe d'avocat derrière que moi j'ai pas. Et j'ai ni le temps ni l'argent à dépenser, à perdre surtout pour ce genre de problème. Donc la solution était assez radicale et pour moi c'était aussi un challenge de me dire tiens en fait on va bazarder tout ce qu'ils ont fait puis on va essayer de refaire ça de zéro en repensant les algorithmes et puis et retrouver comment ça fonctionne. Alors forcément la tâche est un peu plus difficile parce que t'as pas une base sur laquelle tu peux observer comment ça a été implémenté et reproduire, mais au moins je peux me dédouaner quoi qu'il arrive. J'ai jamais jeté un œil au code des assemblées et il n'y a aucune trace. J'ai rien sur mon ordinateur, soit du firmware qui a été extrait ou quoi que ce soit qui appartient à Cricut. Ouais, mais tu l'avais déjà utilisé avant, non ? Ou si tu connais juste comme ça marchait Non, la première chose que j'ai fait c'est vraiment bazarder le firmware. Donc le problème c'est que j'ai pris une Cricut qui a été désactivée parce qu'elle marchait pas. Et effectivement, après avoir testé la machine, il y avait un petit défaut sur la tête et je l'ai intégralement démonté, remonté, donc j'ai j'ai réparé le défaut en question. J'en ai profité pour aussi regresser tout ça et la rendre un petit peu plus, la mettre un peu à neuf. Et du coup, elle marche très très bien. Moi, j'ai mon épouse qu'on a une et c'est un écosystème, c'est du business derrière, tu te connectes, tous les mois tu as des promotions pour acheter du consommable, du machin. Ouais, c'est une cash machine. Et puis, je pense qu'il s'adresse à une clientèle, beaucoup de clientèle, où effectivement l'application elle est top, ça marche tout seul, tu drag and drop des trucs, des machins. Ça vectorise des images, enfin ça fait vraiment, c'est vraiment top, le rendu est top, franchement c'est bien pondu. La machine est pas mal au final, elle est un peu cheap sur la partie hardware, mais franchement de ce que j'ai pu tester ça fonctionne bien. Mon objectif à terme c'était de pouvoir faire des stencils pour de l'électronique avec des feuilles de vinyle en ayant une précision assez
Je voulais tester en tout cas, voir ce que ça donne sur la précision pour faire du CMS, plutôt que d'aller commander chez JLC PCB des trucs un peu hors de prix. Mais bon, en tout cas, les tests que j'ai fait, c'est quand même pas trop mal. Et puis il y a plein d'outils en plus qui sont compatibles. Donc, Il y a des questions dans le chat, il y en a qui connaissent pas, donc il a l'air Chavenet qui demande c'est quoi comme machine. Si je dis pas de bêtises, donc tu vas me corriger, c'est une machine qui va faire de la découpe de vinyle et éventuellement de l'écriture avec des stylets sur le vinyle. L'idée étant que tu aies une solution qui soit facile à prendre en main pour créer des autocollants, par exemple des stickers. Et c'est sur ça, du vinyle. Pas que, ça fait aussi sur du cuir si je me souviens bien, et t'as d'autres matériaux, du carton, voilà. Voilà. Ça grave sur du plexiglas aussi. T'as une tête qui peut graver. Ah ouais. Ouais, C'est vraiment polyvalent. C'était rigolo, dans le sens parce que t'es renversé. Ouais. Et c'est très bien foutu dans le principe, ça marche presque tout seul. Bon, après le côté e-West, c'est différent, mais sur le côté conception, écosystème et tout ça, c'est plutôt bien foutu. Et quand tu achètes du vinyle, c'est de la bonne qualité. Bon, ça coûte 4 fois plus cher que partout. Les têtes aussi, enfin les têtes de découpe, ça coûte cher. Mais non, c'est bien fait. Je vois qu'il y a une question sur le chat de Lichelus sur pourquoi coder un bootloader pour la Cricut. Parce qu'effectivement, c'est ce sur quoi je travaille depuis quelques streams. Pour répondre à ta question, Lichelus, le bootloader, il sert à faire du grand public. Tout simplement, en l'état, pour faire la programmation de la machine, je passe par une interface de programmation qui n'est pas prévue pour être connectée. Et donc, j'ai dû faire un trou sous la machine pour connecter des petites fiches et faire la programmation. Et sauf qu'il y a des gens qui sont techniques qui arrivent très bien. Mais l'idée à terme pour la Cricut Maker, c'est d'aller dans un hackerspace, que quelqu'un fasse de la manipulation pour la programmation et qu'ensuite la programmation ne nécessite pas de matériel particulier. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est passer par un bootloader qui permet de faire la mise à jour du firmware via USB. Et donc je travaille actuellement dessus parce que j'ai des gens, vu que lorsqu'il y a eu le bad buzz, il y a un serveur Discord qui s'est monté. Il y a des gens qui étaient intéressés pour participer à l'effort de test et de mise au point du logiciel, et eux ne sont pas forcément techniques. Et donc s'ils ont juste un effort à faire au début pour faire la programmation d'un bootloader qui permet ensuite de programmer très simplement et du glisser-déposer avec un PC, c'est quand même vachement plus cool. Et donc c'est dans cette optique-là en tout cas que je bosse sur le bootloader. Moi de mon côté, je travaille toujours avec le programmateur, mais pour faire tester sur différentes machines et pouvoir affiner la mise au point du logiciel, c'est plus simple pour tout le monde, je pense, d'avoir cette solution-là. Pour le moment, tu n'as pas encore mis sur un GitHub ou tu l'as déjà mis sur un GitHub ce que tu fais? Ce que je fais, c'est sur GitHub. Je vais pas tout pousser. Enfin, je suis pas sûr d'être à jour sur le firmware de GitHub, mais il y a le firmware le firmware CodeCodeGo qui est donc le firmware alternatif open source que je développe, qui est mis sur GitHub, ouais, qui est accessible, le source. C'est juste que vu que je progresse vraiment petit peu par petit peu et par fonctionnalité, j'attends vraiment qu'une fonctionnalité soit bien opérationnelle pour la pousser sur sur GitHub. Ouais, non, ma question c'était de savoir s'il y avait déjà des trucs sur GitHub ou pas. Que tu fais. Sûr. Ouais. Alors, il y a des trucs sur GitHub, il y a si vous allez sur le repository CodeCodeGo qui doit être sur mon initiateur GitHub, il y a aussi une documentation sur comment le compiler, l'installer. Il y a même un fichier .exe qui est précompilé, qui fonctionne et que l'on peut flasher directement sur la machine. Il y a juste que pour l'instant, vu que ça a été calibré que sur ma machine, effectivement j'ai des utilisateurs qui se plaignent de ça marche pas parfaitement chez moi, des fois ça bloque parce qu'il n'y a pas les mêmes contraintes mécaniques d'une machine à l'autre, et vu que j'ai fine-tuné chez moi pour que ça marche juste comme il faut chez moi, je pense qu'il va falloir que je revoie cette partie là, mais le software est totalement, enfin le code source est accessible et le binaire aussi peut être récupéré sur le site du projet. Bah voilà, si jamais vous avez une Cricut dans le chat, hein. Bon, on rappellera que c'est un work in progress, hein. Ça fonctionne, mais ça reste encore un petit peu expérimental. C'est même pas encore du alpha. Ah non, c'est pas encore du alpha, non. On est encore en train de... En fait, j'ai une roadmap sur les différentes features que je souhaite avoir pour atteindre une première release. J'en suis un peu loin pour l'instant, mais d'un point de vue fonctionnel, on arrive à faire de la découpe, etc. C'est cool. Mais il fallait le bootloader, il faut aussi que je fasse un système d'autocalibrage pour éviter les problèmes mécaniques que j'ai rencontrés sur les différentes machines. Bref, il faut affiner un peu le code et certains process qui sont implémentés dans la Cricut qui nécessitent de mettre des mains assez lourdement dans GRBL, qui est un projet un peu ancien et qui... Comment dire ouais.
pas forcément évident à triturer. Donc ça là. Mais avec un peu d'effort, on va y arriver. Tu fais preuve de diplomatie. Oui. il y a plusieurs fois que je vois passer la question, est-ce que ça vaut le coup par rapport aux grosses machines découpeuses chinoises à 200 €? C'est pas du tout le même public. En fait, le public visé par Keycut, c'est beaucoup les femmes, comme le disait Fixolab, la mère de famille qui a envie de se faire son petit business ou ses petites créations de son côté, de façon ultra simple, avec un programme qui fait tout très simplement. On envoie la machine, elle imprime. Il y a un côté user experience qui est pas du tout laboratoire, qui est pas du tout atelier ou compagnie. On fait ça dans le salon ou dans la chambre, etc. quoi. Oui, c'est en ça que c'est vraiment bien conçu. On m'avait dit, avant que je fasse ma présentation à l'EHEC, que en fait, j'avais hacké une machine d'influenceuse. Texto. Alors j'étais pas du tout au courant. Enfin, mon avis sur la machine, c'est quand même que malgré son prix, du coup pour le hardware, c'est un petit peu abusé. On pourrait s'attendre à avoir des vrais steppers, etc. Et ils sont vraiment allés au moins cher sur la partie matérielle, mais l'un dans l'autre, elle fonctionne quand même très bien. Je veux dire, la précision qu'on peut atteindre avec la machine est quand même intéressante et l'écosystème avec tous les outils qui existent et les trucs qui sont déjà calibrés comme il faut, ça peut aider. Il y a quelqu'un qui a réussi à retrouver les paramétrages de certains moteurs, notamment par rapport aux distances, pour appliquer une certaine pression sur des matériaux à partir du logiciel qui peuvent être utilisés par la suite. Donc je pense que j'ai un très bon espoir de pouvoir arriver au même niveau de finition que le firmware d'origine. Et ça, c'est assez intéressant parce que franchement, c'est une bonne petite machine. Si en plus on peut lui faire manger du G-code sans avoir à la connecter sur internet pour faire de la découpe et du tracé, c'est cool. En fait, ça me fait penser au Thermomix. C'est exactement la même chose en fait. C'est le Thermomix de la découpeuse laser. Ouais. La découpeuse vinyle du coup. Il fait tout. De la découpeuse de vinyle, pardon. C'est exactement la même chose en fait. T'as un écosystème, t'as tes recettes, t'as tes machins, tu fais ci, tu fais ça, ça marche tout seul, le résultat il est bien. Au final, tu mets pas les mains dans le cambouis et ça roule. Hein. Et cette clientèle-là veut ça de toute façon. Oui, parce que c'est ce dont elle a besoin. Bah oui. Parce qu'il n'y a pas le côté technique, il n'y a pas le côté mettre les mains dedans, comme tu le disais. D'habitude, tu fais plus du... Parce que là, tu es en train de faire en fait du reverse matériel, et maintenant logiciel, mais appliqué à ce matériel. D'habitude, tu fais plus du purement logiciel, non ? D'habitude, oui. Enfin, si tu veux, dans mon travail, je fais les deux. Techniquement, c'est ce que je fais à peu près tout le temps. En gros, moi, je travaille dans la cybersécurité avec un focus sur tout ce qui est embarqué. Donc, grosso modo, on nous donne des trucs connectés ou des trucs électroniques, on va dire, qui font tout et n'importe quoi, et on doit tester la sécurité de l'ensemble. Donc ça peut impliquer des protocoles de communication sans fil, électronique, des attaques un peu vraiment hardware. Et donc je fais aussi de la rétro-ingénierie hardware dans le cadre de mon boulot, et du software quand on arrive à sortir des firmware. Donc oui, c'est un petit peu mon dada habituel, quoi. Donc oui. Ouais. C'est vrai que reverse hardware, j'ai moins montré sur le stream, mais c'est quelque chose que je pratique aussi de manière assez régulière. Et plus de software du coup en stream. Ouais. Je trouve ça assez passionnant, le reverse hardware. Mais en fait, tu trouvais que tu n'as pas assez de boulot au boulot, donc tu te mets à en faire à la maison, quoi. Non, pas forcément pas assez de boulot, c'est pas les mêmes objectifs en fait. Au boulot, voilà, je suis payé pour, je fais ce que j'ai à faire. Il y a juste que c'est un peu frustrant parce que c'est un domaine dans lequel on peut pas trop parler de ce qu'on fait. On peut dire, voilà, j'ai touché à tel techno, j'ai cassé tel ou tel truc, mais tous les réussites qu'on peut faire sur des missions, par exemple, c'est confidentiel en fait. Des clients veulent pas qu'on en parle, ce qui peut tout à fait se comprendre. D'autant plus quand tu les... On va dire que quand tu défonces la sécurité d'un système, il a encore moins envie qu'on aille dire qu'on a réussi à le faire. Et du coup, c'était frustrant parce que je peux pas illustrer des choses que je fais, par exemple, au boulot, ou simplement expliquer dans un stream comment on fait telle ou telle attaque, ou comment on analyse, par exemple, un firmware à base d'un firmware qui vient de choses que je fais au taf, quoi. Et donc l'idée, c'était justement, au début, je faisais ça sur des petites cibles que je prenais sur AliExpress, où je sais que les constructeurs chinois n'iront pas m'embêter. Et là, c'était aussi l'occasion de montrer un peu tout le process. Alors oui, sans le reverse logiciel, mais au moins pour le reverse hardware, avec l'identification des différents composants et la recréation du schéma électronique. Mais d'habitude, oui, on fait ça aussi pour le reverse software.
Il y a Alexia qui dit ouais, c'est exactement le problème de faire un travail que tu ne peux pas extérioriser. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est toute la difficulté. Et c'est dû dans le domaine dans lequel je travaille. Hein. Typiquement, on est dans un truc de sécurité, il y a la confidentialité qui est présente, et à part faire des trucs d'entraînement, et ça j'ai aussi travaillé dessus sur des streams, pour pouvoir permettre à des personnes de se faire la main en fait, un peu comme des CTF si tu veux, sur la partie sécurité informatique pure, d'avoir au moins du petit matériel sur lequel on a le droit de faire ce genre de choses. C'est quelque chose qui manque un petit peu. Il y en a, hein, il y a des initiatives qui existent, hein. Je pense notamment à Dame Vulnerable IoT, mais globalement, c'est compliqué d'avoir une plateforme sur laquelle tu peux démontrer des choses. En informatique, sinon, tu peux faire de l'émulation, etc. C'est cool, mais sur du hardware, ça demande quand même des fois des contraintes un peu particulières. Et c'est un peu moins pratique. Mais bon, c'est l'occasion justement de pouvoir, avec ces projets-là, aller avoir au moins démontrer certaines approches. Mais bon, parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour cette petite explication. Je trouvais ça super intéressant et ça m'avait vraiment intrigué quand tu avais commencé à la présenter, puisque c'était vraiment à l'époque à laquelle moi je regardais pour en acheter une, ou j'ai décidé de pas en acheter. Et j'ai pas les sous pour le moment. Je peux comprendre. Voilà. Mais j'avais trouvé ça assez intéressant. Il y avait Emile qui est dans le chat qui avait qui s'était amusé à regarder les firmware de routeurs Wi-Fi. C'est très très rigolo. De caméra. Très rigolo ça, ouais. Et très très rigolo. On avait vu la vidéo d'un des de Chang, hein, voilà, on va l'appeler comme ça. Donc, faire du reverse, ça peut des fois amener quelques petites surprises assez rigolotes. Ouais, mais en stream ça peut être compliqué aussi parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber, et que je l'ai vu quand j'ai fait le reverse du routeur Wi-Fi, où du coup je me suis mis à trouver des vulnérabilités qui étaient pas documentées sur le routeur. Alors c'était un routeur qui a été décommissionné depuis, donc ça va, c'est un peu tranquille, mais si tu commences à attaquer des trucs faits en France ou en Europe en montrant tiens il y a une vulnérabilité là, et en gros tu donnes vraiment clairement cette vulnérabilité aux gens qui regardent quoi, et c'est très compliqué. Je l'ai fait une fois, hein, mais je regrette et je pense pas que je le referai parce que c'est dangereux. Après, quelqu'un réutilise ça, applique ça en vrai sur des cibles qui sont dans la vie réelle et dit bah non, c'est Virtu, il l'a fait en stream, c'est à cause de lui et tout. Non, alors Chang, il ira pas se plaindre, je pense, mais clairement, il y a un risque qui est, en tout cas pour moi, qui est pas négligeable de par mon boulot aussi. Que je bosserai pas dans la sécu info, je serai pas dans la cybersécu. Bon, pourquoi pas. Quoi. Alors il y a le côté éthique qui est forcément qui rentre en compte, mais il y a aussi un aspect plus pragmatique, c'est que je peux pas me permettre d'avoir une plainte au derrière ou des enquêtes ou autre, ou même ne serait-ce qu'une condamnation, parce que dans ce genre de métier on te demande forcément des extraits de casier judiciaire et il faut montrer patte blanche, et voilà, alors, ça fait partie de la partie éthique, hein, au final, de pas faire de n'importe quoi avec le savoir que t'as, mais globalement c'est aussi se tirer une balle après pour une carrière ou autre à cause de ça quoi. Donc c'est pour deux raisons qui font que du coup c'est plutôt très difficile à faire en stream, ce genre de choses. Il y en a qui m'ont dit ouais tu devrais faire du bug bounty en stream. Alors sur l'idée c'est pas mal. Après en pratique t'es pas à l'abri que quelqu'un reporte la vune que tu viens de montrer quoi, et qui récupère les sous. Donc c'est pareil, c'est très compliqué à mettre en place. Okay. Ouais, il a déjà depuis la prison, c'est chaud. Ouais c'est ça, Fiat Minimis, tu veux pas. C'est un petit peu ça. Pour ceux qui ont loupé l'histoire, Chang, c'est quoi cette histoire de Chang? C'est que sur une caméra qui avait été hack, ils sont tombés sur, je ne dirais pas qui, des images de la caméra qui repartaient sur un serveur en Chine. Et quand on a commencé à regarder ce qu'il y avait sur le serveur, on est tombé sur une vidéo d'un mec qui était en train de développer et de travailler sur la caméra, si je dis pas de bêtises. Plusieurs caméras, voilà. Plusieurs caméras du mec qui bossait dessus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parlait en disant voilà, quand tu fais du reverse, des fois tu trouves des petites surprises. Et par expérience, des caméras chinoises, c'est des pépites. Si vous savez pas quoi faire ou par quoi commencer quand vous faites de la rétro-ingénierie, achetez une caméra à 10-11 € sur Amazon et vous allez vous régaler. Hein.
C'est vraiment, c'est tous entre les backdoors qui sont laissés, qui sont faites exprès et qui sont présentes sur la caméra, les serveurs qui sont en mode open bar quand tu vas titiller un petit peu dessus. J'ai même vu des fois des systèmes qui étaient en peer-to-peer, où tu avais un serveur sur lequel il te listait tous les IP des machins qui étaient connectés dessus, et quand tu as trouvé une petite backdoor après, c'est marrant quoi. Enfin voilà, c'est vraiment de sécurité très, très approximative. Oui, effectivement, c'est pas en allant titiller sur le serveur, c'est que ils ont retrouvé le code qui avait été uploadé sur GitHub, et en allant sur GitHub, il y avait la vidéo des caméras. Ouais. Oui, préférer les caméras à 5 € sur AliExpress que 10 balles sur Amazon. Mais après, c'est pas la même qualité sur AliExpress. Je vais proposer qu'on change un petit peu de sujet. On va rester du côté un petit peu matériel. Et je regarde un petit peu les messages dans le chat en même temps. Et au niveau matériel, on va remonter dans le temps. Parce que peut-être que vous le savez, mais au début des années 70, il y a eu la première création d'un microprocesseur, qui était le 4004, fait par IBM, sur une commande d'une boîte qui s'appelle Busicom, qui faisait des calculatrices. Et donc le 4004 a été développé en tant que processeur 4 bits, mais il était assez limité, surtout qu'il utilisait un boîtier. J'ai un 8008 là, je pourrais peut-être vous montrer, mais bon, à l'occasion. C'est un petit boîtier, parce que Intel, à l'époque, son business c'était de faire des petites mémoires, des petites puces de RAM. Et ils ont utilisé la même puce pour mettre leur processeur dedans en 4004. Après, ils ont fait le 4040. Après, ils ont fait le 8008, qui est une version améliorée 8 bits, au lieu d'être un processeur 4 bits. Puis, ils sont passés à un processeur qui a été très important pour eux, qui est le 8080, le 8080. Ce processeur 8080, il était très important parce qu'il avait un vrai boîtier, celui-là. Il n'était plus avec un petit boîtier DIP à 16 broches, il avait 24 broches. Je me plante peut-être complètement le nombre de broches, mais c'est pour vous dire, voilà, il y avait plus de connecteurs. Ce qui permettait d'accéder directement au registre, à la mémoire, d'adresser la mémoire directement, parce qu'on n'était pas obligé de la multiplexer, c'est-à-dire que chaque pad serve à plusieurs choses, etc. C'était beaucoup plus simple à utiliser. Et ce processeur-là a fait un énorme carton, surtout qu'il était utilisé dans des calculatrices, il était utilisé dans on va dire, les premiers modèles de micro-ordinateurs. Mais les ingénieurs de chez Intel, quand ils ont travaillé sur ce processeur, ce sont des ingénieurs qui avaient l'habitude de travailler du côté matériel et pas trop du côté logiciel. Et en fait, ils ont fait un processeur avec des instructions qui correspondaient à leurs besoins de base, qui était une calculatrice programmable. En gros, hein, je simplifie un petit peu, c'est ce que j'en sais. Et il y avait la place dans ce processeur-là de mettre des instructions plus évoluées que simplement faire marcher une calculatrice, mais elles n'étaient simplement pas exploitées. Et il y a des gens de chez Intel qui sont partis de chez Intel, 40 broches, merci Chavenet, qui sont partis de chez Intel et qui ont monté une petite société qui s'appelle Zilog. Et dans cette petite société de Zilog, ils ont créé un processeur compatible avec le 8080, mais dans lequel ils allaient rajouter des instructions supplémentaires qui étaient un petit peu plus pratiques. Et ce processeur, il a eu un énorme succès. Je pense que comme ça, on verra s'il y en a qui regardent le truc. Ce processeur-là, c'est un Z80 de chez Zilog, qui est donc sorti en 1976. Oui. Et là, je passe la main à Fixo, parce que petite remarque, 1976, il est sorti. À la date de l'enregistrement de cette émission, on est en septembre 2023. Le Z80 est toujours fabriqué. Je passe la main. Je vais vous en montrer des neufs. Alors, moi, comment je suis arrivé au Z80 pendant un live, on a démonté, on a essayé de réparer une console de jeu qui s'appelle une Neo Geo. Je pense que tout le monde connaît ces consoles-là. C'est une belle console.
C'est une vieille et belle console, et moi je m'occupe plutôt de slots, de versions Neo Geo qu'on mettait dans les bornes d'arcade en fait. Donc tu as des choses comme ça. Hop. Voilà, des choses comme ça, c'est des petits slots qui se mettaient, t'as un port JAMA, et puis t'as une cartouche, et puis voilà. Et donc au cours d'une réparation, donc t'as un 68000 dessus qui est le microprocesseur principal, et à côté de ça, tu as un Z80 qui s'occupe de toute la partie audio. Et pendant ce stream, on a vu que le Z80 il était cuit, et j'ai recommandé un Z80, et pour le coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir des Z80 neufs. Je me dis, tiens, c'est étrange quand même. Tu veux les 68, tu peux en trouver des neufs aussi, mais Z80, tu dis, bon, ok. Et puis je commence à chercher un peu Z80, je tombe sur un projet sur Tindies d'un petit mec qui veut refaire un ordinateur à la sauce des années 70-80 sur une base de Z80. Donc je commande le kit c'est ça. Ça s'appelle, je sais pas, pour ceux qui avaient vu je peux pas vous le montrer à l'endroit, c'était avec Omar. Qui bosse dans l'IoT, qui est à Shanghai, et son passe-temps, c'est de fabriquer cet ordinateur qui s'appelle The ZIL 8-bit Computer, que vous trouvez là. Donc vous avez deux Z80 qui sont là, je les monte. Hop. Ils sont là, il y en a deux. Et j'ai fait un live avec lui, il nous a expliqué sa démarche, et j'ai trouvé ça génial. Il a refait un système dessus, il a refait un file system pour mettre sur la mémoire, il va faire du réseau, il va refaire une carte vidéo, donc il part vraiment from scratch. Il fait des vidéos en ligne où il explique comment il est parti pour réécrire un file system complètement. Et en fait, c'est en ça que c'est génial. Il y a un file system, on imagine, et il a fait un file system, ça s'appelle ZILFS, je crois. Oula, un ZILFS et ça tient sur 1 kilooctet quoi. Et ben non mal an, je commence à m'intéresser, j'ai de la documentation et je me dis putain ce Z80 mais en fait quand tu creuses il y en a partout. Alors il y en a plus que partout. J'ai cherché un petit peu là sur internet, on en avait dans... Attendez, la liste elle est longue. Hein. On en avait sur la partie micro-ordinateur, dans les ZX Spectrum, les Amstrad CPC, tous les CPC il y avait du Z80 dedans. Du MSX, dans les consoles de jeux, les Master System, vous aviez un Z80, les Game Boy, vous aviez un Z80, la Neo Geo, vous avez un 68000, un Z80, les jeux d'arcade, Arkanoid, Z80, Pac-Man Z80, Ghost and Goblin Z80, Bubble Bubble Z80, qu'est-ce qu'on a, Wonder Boy, enfin la liste de tout ça, c'est colossal. Mais il avait l'énorme avantage d'être facilement disponible et pas cher. Et c'était pas cher, exactement. C'était pas compliqué à programmer. En fait, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en fait, c'était aussi un des sujets. Pourquoi ça revient à la mode, en fait? Tout simplement parce qu'on est tous un peu fans de rétro gaming, on a une affinité avec les vieux ordinateurs, les vieilles consoles. Et puis, au-delà de prendre une ROM, de passer dans l'émulateur, un jour on fait le pas, on essaye de trouver une machine, on essaye de trouver des jeux, et puis il faut dépanner ces machines-là, donc on met les mains dans le cambouis, il faut trouver pourquoi il y a des pannes, il faut retrouver du matériel, et puis Commander, non, je connais pas ça, Electrolux. Et puis à un moment donné, quand on dit on va essayer de faire un petit bout de code, comme on a fait, nous en live, on a fait des codes pour une PlayStation, on a fait des codes pour plein de trucs. Et on se rend compte que moi j'ai pas eu la chance d'avoir un vrai cursus d'informaticien. Et si tu veux commencer à faire de l'assembleur sur l'Intel actuel, c'est un peu compliqué quoi. C'est mort. Enfin, tu veux arriver à faire des trucs simples et que tu peux comprendre, c'est compliqué. Alors là, tu prends ton Z80, tu prends une platine d'essai comme ça. L'assembleur il est pas dur, c'est simple, t'as plein de documentation partout. T'as des émulateurs partout parce que ça passe tout seul. Voilà. Et donc je trouve ça super intéressant. Et puis je continue ma quête et je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un tweet avec un mémothèque, le mémothèque de l'école. Et en fait dans mémothèque, j'avais trouvé le 68000. Et j'avais pas regardé le Z80. Dans le mémothèque, t'as une magnifique page sur le Z80. Qui à l'époque était aussi utilisé dans l'industrie.
Vous aviez des automates industriels qui étaient dans du Z80, vous aviez... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des systèmes de points de vente, des systèmes d'alarme, de sécurité, il y en avait dans les modems, il y en avait dans les imprimantes, les HP LaserJet. Le cœur d'une HP LaserJet, les grosses machines qu'on avait il y a 30 ans, là. Le microprocesseur, c'est un Z80. Donc vous en aviez là-dedans dans les consoles de jeu et tout y quanti, quoi. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. En continuité de ça, donc moi je commence petit à petit à regarder vis-à-vis de la Neo Geo comment... puis ça tourne pas très vite, ça tourne à entre 4 et vraiment 10 MHz pour les gros Z80. Donc les bus sont pas très gros, ça s'intercepte assez facilement. Vous avez plein de documentation, si je pourrais vous envoyer les liens. Donc là c'est un mec qui s'appelle Shibi Akumas qui fait des bouquins sur l'assembleur sur les consoles. Donc il y a des... Voilà. Je pourrais vous envoyer. Et il y a tout un tas de... Il explique comment tous ces microprocesseurs fonctionnent. Et c'est vraiment facile d'accès en fait. C'est ça plus ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu veux faire de l'assembleur, c'est quand même chaud quoi. Ouais. Non mais sur les nouvelles machines. Oui, bah toi Daniel. Ah, mais quand tu pars from scratch, c'est compliqué. Ceci étant dit, vous avez aussi des sources. Là, je sais qu'il y a Denis qui est là. Vous avez les 2 derniers numéros d'Acable où il vous explique tout en long, en large et en travers sur une petite carte différente de ça, mais qu'il a trouvé sur eBay, une carte industrielle qui coûte, je crois que vous l'a commandé, c'est 4 €, je crois. Il y a juste une mémoire à mettre dessus. Et en UART, vous allez dessus et puis vous pouvez commencer à développer des trucs. Donc c'est facile d'accès, c'est pas cher en fait. C'est ça l'avantage. Pas cher, c'est-à-dire combien ça coûte aujourd'hui d'acheter un Z80? Je les ai achetés sur une des sources. Je crois que je les ai payés 7 ou 8 €. Ouais. En neuf. Oui, en neuf. T'as du. Je sais pas comment on dit, du refurb. Du stock. Ouais, c'est ça. Et tu peux retrouver à 20 ou 2 $. En fait. Ouais, dans les j'ai dû payer celui-là. Il y a un câble. Et aussi, je suis tombé sur une très bonne vidéo d'Olivier Ponsetto, notre Ponsetto national, qui est avec Xavier Moulet, qui fait une présentation au Bracecamp de développement sur Z80 pour sur une Game Boy. En fait, il explique complètement comment ça fonctionne Game Boy avec la notation des sprites et compagnie, quoi. Ah ouais. Et tu as commencé à programmer un petit peu sur ta carte là ou... En fait, j'ai mis à jour et j'ai suivi tout ce que Omar fait. Juste pour me rendre compte du boulot qu'il fait. Parce que, en fait, c'est bien parce qu'il t'explique toute sa démarche, en fait. Il t'explique que sur un file system, comment on crée un file system, que pour créer un répertoire, bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, tu rapprends les bases. En fait, c'est toujours un peu le même problème qu'on a, nous, en informatique, et ce qu'on cherche aussi avec les gens avec qui on bosse, etc. C'est que souvent, on manque un peu de culture de fond, en fait, c'est ça. Parce qu'une fois que tu as compris ces principes-là, bah, grosso modo, on n'a pas réinventé grand-chose de plus. Ça marche plus vite, c'est plus puissant, mais en fait, tant que t'as pas mis les mains là-dedans, t'as pas encore vraiment bien compris l'assembleur. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est la manière la plus simple pour s'y mettre. Je pense avoir trouvé la vidéo dont tu parlais, émulateur et rétro gaming. C'est ça? Je sais pas, tu l'envoies dans Discord? Dans le chat. Ah ouais. Parce qu'il y avait... il y en a qui demandaient la référence de la vidéo. C'est ça. C'est celle-là. Voilà. Et toute la démo est faite en pixel art, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai juste... c'est une conférence de 2 heures. Ouais, il y a 1 heure d'Olivier, 1 heure de Xavier. Il faudrait que je la regarde. Ok, la nuit va encore être longue. Et t'as le projet Fusix également qui a été posté par le Finnois. Pour information, si jamais vous voulez retrouver les liens, même si ça vous sert que ça, tous les liens qui sont postés
dans le chat sont sur le canal, les liens du live, du Discord de la chaîne. Alors oui, ça amène du monde sur mon Discord, oui, mais surtout c'est super pratique, quoi. C'est pour ça que je vous le dis. Ok, voilà. Et t'as trouvé du matériel moderne dans lequel il était fait? Il était utilisé ou pas spécialement? Donc t'as pas regardé? Parce qu'il me semble qu'il existe au format CMS aujourd'hui. Oui. Donc c'est que il doit largement être utilisé. Et peut-être que Damien peut le dire aussi là. Dans un choix technique, qu'est-ce qui pourrait motiver quelqu'un à utiliser aujourd'hui un Z80 par rapport à un microcontrôleur? Ah oui. C'est une vraie question, hein. Vous avez peut-être pas la réponse, hein. Je lance en l'air. Personnellement, dans les choix techniques, si j'avais à faire un projet avec un microcontrôleur, fut un temps pas si ancien que ça, les disponibilités et les prix. Parce que on a eu une grosse période où ça coûtait la peau des fesses d'acheter des composants, voire on avait des dispos à 2 ans. Donc c'était assez compliqué. Je me suis retrouvé dans des projets à ce moment-là, c'était assez complexe. Donc ouais, le Z80, je pense que c'est comment dire, un processeur qui était disponible et un peu délaissé, clairement, donc ça pouvait le faire. Après, les fréquences de travail sont assez basses par rapport à ce qu'on a en concurrence maintenant, donc par contre, pour de l'éducatif, clairement, je pense que ça peut être une très bonne cible. Comme disait FX, c'est facile à débugger, enfin c'est facile à suivre. Les bus vont pas vite, donc avec un matériel pas trop onéreux, tu arrives à tracer ce qui se passe sur des bus. Et après, je sais pas comment ça se fait de debug, l'interface de débugage qui est disponible sur ce processeur-là, mais franchement, moi ça me rappelle très fort mes boards d'apprentissage que j'avais quand j'étais en fac, en cours d'architecture, où on faisait de l'assemblage à la main, conversion code assembleur en hexa, et qu'on tapait tout ça en mémoire avec une interface qui allait bien et on pouvait faire du pas à pas, etc. Donc ouais, je pense que apprentissage clairement, même pour des petits projets en usage. Après, sincèrement, si on a à faire des trucs un peu plus performants ou des DIY, maintenant il y a des systèmes qui sont 40 000 fois plus performants et tout aussi simple à développer sans avoir à faire d'assembleur. Mais par contre, quelqu'un qui serait intéressé pour apprendre l'assembleur sur une plateforme pas trop complexe, ça peut carrément valoir le coup. Ouais. Pourquoi un Z80 plutôt qu'un CPU ARM? Oui. Ah oui. Ouais, mais c'est la question que je posais au final. Enfin, CPU ou microcontrôleur, hein. Ou même SoC, système on a chip, qui intègre plein de trucs, quoi. Après, c'est un peu comme... Ah, vas-y, d'accord. Je disais, c'est un peu en niveau hardware maintenant, c'est un peu comme sur PC, c'est-à-dire que t'as des gens qui font du software qui se fichent éperdument de savoir la RAM que ça va consommer ou l'optimisation même des algorithmes, parce qu'on a des CPU qui cartonnent et de la mémoire avec des gigas en veux-tu en voilà. Et au niveau hardware, c'est pareil, tu fais un DIY avec un SP32, enfin le truc tu peux le cadencer à 240 MHz, t'as des dispos en flash et en RAM, t'as même pas à te soucier au final des contraintes sur lesquelles ça tourne. Le Z80, du coup tu retombes plus sur des problématiques avec un processeur qui tourne moins vite et des meilleures optimisations. C'est plus pour le challenge technique, du coup ça peut être vraiment intéressant d'aller sur un truc assez bas comme ça. Mais ouais, enfin c'est un peu des fois on va sortir l'artillerie lourde pour pas grand chose au final, un truc qu'on aurait pu faire avec un processeur très simple, même un ATmega qui serait vraiment basique. Ouais, mais il y a le fait aussi que genre micro-Python. Micro-Python. Il y a tout l'écosystème aujourd'hui qui permet de pouvoir le maintenir plus facilement, alors que les gens qui connaissent Assembler Z80, il y en a quand même un petit peu moins. Oui. Il y a ça qui compte aussi, quoi. D'un point de vue Indus, c'est vachement important. Et puis développer en C plutôt qu'en Assembler, c'est plus abordable et plus grand public, effectivement. Après. Ouais, mais c'est intéressant aussi quand tu es sur ta board. De voir tes entrées, tes sorties, tes bus d'adresse, tes bus de données, tout ça, et que tu peux les voir avec ton oscillo, c'est quand même plus compliqué sur une carte mère classique ou des choses comme ça, tu vois. Et du coup, c'est un peu dommage du coup qu'on a oublié un petit peu tout ça. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vois même en cycle ingé, enfin quoique maintenant ça, c'est toujours ils enseignent toujours ça, mais on n'a plus cette partie bas niveau que dans certains cursus en tout cas qu'on enseignait, et que certains ont eu la chance peut-être d'apprendre en école, de toucher sur du véritable hardware et voir ce qui se passe quand tu exécutes effectivement une instruction, les cycles de fetch, enfin tout
tout le déroulé interne de la machine, et au final on est toujours avec un petit peu trop de recul sur comment ça fonctionne, et bref, donc du coup je reviens toujours à la problématique éducative et sur la compréhension de comment fonctionne un processeur en général, et puis après des trucs plus dérivés type microcontrôleur ou système sur puce, mais ouais. Ouais, je pense que le côté éducatif, il est ultra important, et justement je me dis que c'est peut-être un truc qui aurait besoin d'être suggéré à l'école dans laquelle je donne des cours, parce que je crois pas qu'ils fassent des trucs comme ça, et ça pourrait être intéressant que notamment les élèves qui font du dev ou ceux qui font de la cybersécurité puissent commencer à regarder ça. C'est intéressant parce que du coup, dans la société pour laquelle je travaille, on travaille sur des CTF hardware pour des conférences. Et là, tu viens me donner une bonne piste en tout cas pour un child de reverse ou d'exploitation embarqué en tout cas, sur une archi qui est pas commune et qui est tout à fait accessible, je pense. Mais trop bas niveau, ouais, je sais pas. Trop bas niveau, c'est jamais trop bas niveau parce que tout dépend du contexte dans lequel on est. Mais si tu es dans un contexte de cybersécurité, tu vas vouloir te comprendre comment ça marche pour éviter qu'il y ait des attaquants qui viennent. Les attaquants, ils vont se dire, ok, c'est pas trop bas niveau, quoi. Mais pas de. Les attaquants, ils peuvent tout faire, c'est une question de temps, hein, comme d'habitude. C'est ça, question de temps et de moyens à mettre dessus. Mais moi, j'avais besoin, toi, à un moment donné, oui. de voir, de toucher, d'essayer de comprendre, et mon kiff, il est là, en fait, c'est tout. C'est ça qui est. Du coup, tu as mieux compris comment marchait un processeur? Ah ouais, parce qu'il a fallu que je mette le nez dedans, que tu regardes la doc, que tu regardes comment il est architecturé. En fait, on pense tous savoir grosso modo comment ça marche, mais en fait, tu sais pas comment ça marche. Tant que t'as pas regardé, et puis quand c'est en panne, ou quand ça déconne, ou quand t'as une piste qui est coupée, une piste de, je sais pas quoi, de données, ou une piste d'adresse, ah bah, si tu paies pas ton oscillo, que tu vois que ça déconne. Et si tu sais pas à quoi sert cette piste là, et quand tu regardes sur ta doc, tu dis bah ce pin là ça sert à ça, et ben en fait si t'es un petit peu curieux, et ben oui, enfin, je trouve ça assez dans la... plaisant, plutôt que de te dire bon bah j'enlève le chip, j'en remets un autre, ah merde il est tout neuf, bon peut-être qu'il y a une merde, j'en remets un autre, bon je vais peut-être pas tomber sur deux trucs de merde, bon bah ça marche pas, ok, bah, on va pas acheter des... Et puis ces machines-là, il y en a plus de fait, ça fait... C'est un petit peu aussi du patrimoine, on en parlait juste avant le stream, Yves. C'est des choses qui nous ont marqué aussi à un moment donné, quoi. Et je pense que le Finnois dit un truc qui est totalement vrai, c'est à un moment donné, tu veux voir, ce que tu dis aussi, hein, les données sur le bus. C'est ça, exactement. Et ça, c'est le pied. Parce qu'en fait, le matériel qu'on utilise, alors moi, je vais parler d'un point de vue éducatif parce que c'est mon métier et qu'en plus, je trouve ça passionnant. On se fait des représentations mentales de ce qu'on va vouloir manipuler, comprendre, etc. Et la représentation mentale, elle peut correctement que se construire si on fait de l'expérimentation physique avec, même en programmation. Hein. On va mettre un printf, etc. Pour se faire la représentation mentale, on a besoin d'expérimenter physiquement avec. Et donc, du coup, bah ouais, derrière, ça reste un fonctionnement d'un processeur, ça reste purement abstrait, même si, comme tu le dis, on en a une idée. Par contre, là, de voir passer les interruptions, les demandes d'accès à mémoire, toutes ces choses-là, alors tu es plus avancé que moi sur ce sujet, quoi. Je regarde un petit peu ce qui se passe dans le chat. Au début des streams, on avait dumpé des mémoires dans des petits routeurs TP-Link et compagnie, tout ça. De prendre ta pince, de machin, de dumper, de récupérer ton fichier, de le démachiner, de voir que tu as un squash FS, que tu montes, que tu vois le truc, tu modifies, tu peux le renvoyer. Putain, mais waouh! Ah, évidemment, ça parle pas à tout le monde, on est bien d'accord. Mais je trouve ça, quand t'as le temps et à un moment donné, t'as besoin de faire des trucs, tu fais des trucs de fou au boulot, des gros projets, des machins, des trucs. Mais à un moment donné, bah, t'as besoin de ça. T'as besoin de te retrouver dans ces choses-là, des choses simples. Mais moi, ça me parle. Et je pense que si à l'école, on en revient toujours au même débat, quoi. C'est pas du matériel qui coûte cher, c'est pas compliqué. Il faut juste avoir une certaine motivation pour l'enseigner.
les compétences, vous n'allez pas me dire qu'un prof d'électronique ou quelque chose comme ça, il n'est pas capable de faire ça. Ils sont tous capables de faire ça. Ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est se dire qu'il y a un petit Linux qui tourne là-dessus, quoi, sur une petite carte. Nous, quand on a fait les Linux sur la PlayStation, on s'est arraché les cheveux, quoi. Mais arraché les cheveux parce qu'on n'avait pas de clavier, parce qu'on n'avait pas de machin, parce que la mémoire c'était pas bon. On a refait un kernel, il nous manquait de la mémoire. Rien que le kernel il rentrait pas dans la mémoire. Il a fallu regarder si on pouvait pas changer les chips de mémoire pour en retrouver d'autres. Sur de la mémoire DO qui datait de je sais pas quoi. Et donc tu vas dans ton grenier, tu te dis putain, j'ai peut-être une bout de barrette qui est tombée d'un carton pour aller à la poubelle qui est dans un coin de merde. Et voilà. Et je trouve ça. C'est une passion, c'est un loisir, mais à côté de ça, intellectuellement, c'est vachement. Enfin, à un moment donné, c'est vachement important, quoi. Et puis pour expliquer à tes gamins comment les trucs fonctionnent, je trouve ça intéressant, quoi. Ouais, et puis quand on vient de voir en disant ma console ne marche plus, attends, je vais la réparer. Ouais. Et puis t'as une satisfaction quand ça repart, tu fais. Putain. C'est cool. C'est ça, il y a de quoi être content de soi, quoi. Ouais, et puis bon, des fois c'est rien, c'est des condos qui sont cramés ou des choses comme ça, mais. Puis moi c'est pas un business, et c'est vraiment pour le plaisir, quoi. Je pense que ça, on en parlera le jour où on fera un live avec Cabri et avec Inforea. Ouais. Ça pourrait être sympa que tu sois là aussi, du coup, en parlant un petit peu d'électronique. Parce que oui, eux, ils sont à fond dans la réparation de vieilles machines pour Cabri, les condensateurs. Bah oui. Ce qui plante dans une machine, c'est les condensateurs, c'est l'alimentation. Hein, donc, et alors, je suis en train moi, de monter une vidéo où justement on parlait de ce sujet-là, en parlant de patrimoine, en parlant de vieilles machines, les supercomputers des années 70-80, je pense au Cray par exemple, ils étaient alimentés électriquement non pas en 50 Hz, mais en 400 Hz, parce que ça permettait de faire des alimentations qui avaient des plus petits condensateurs, et donc du coup qui avaient moins de contraintes, et qui du coup étaient plus fiables. Et donc ils tournaient en 400 Hz au lieu de tourner en 50 Hz. Alors, on va avoir d'ici une quinzaine de secondes une page de publicité, parce que ça fait déjà à peu près 1 heure qu'on discute de ces deux sujets. Pour ceux qui sont là et qui partent pas pendant la page de pub, alors pour ceux qui sont abonnés, vous n'avez pas de pub. Mais pour ceux qui qui se tapent la page de pub et puis qui ne partent pas, je vais finir juste après la page de pub en parlant un petit peu d'un sujet totalement différent, puisque je vais parler un petit peu de mon expérience actuelle qui n'est pas finie, d'une connexion réseau à la maison de secours qui passe par Starlink. Voilà. Et je vous présenterai ça quelques minutes, juste après la petite pause. J'ai le message comme quoi on va avoir la page de pub, éminemment sous peu, très très vite. Il y en a pour 1 minute 45 et je reprends tout de suite après. J'aurai un petit peu vos messages en même temps, en attendant que la page de pub démarre. Dès que vous avez de la pub, n'hésitez pas à me le dire. Oui, je vais refaire un shout-out. Merci Electroludikit sur les chaînes de nos invités. On va commencer par Virtualabs. Hop, n'hésitez pas à aller les suivre. Moi j'ai une anecdote sur Starlink, tiens, je vais t'en parler après. Hop là, attends, je fais le truc, voilà. La pub est en cours. Voilà. Le final backup. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette solution-là. En tout cas, le temps passe vite, parce que je trouve que voilà, on est quasiment à la fin, ça fait 1h15 qu'on est en live. Et j'ai l'impression que ça plaît bien. Ça tombe bien parce que Starlink, il y a des collègues qui ont regardé ça d'un point de vue sécurité il n'y a pas si longtemps. Ah bah ça... notamment du terminal. Oh ouais, ça... dans les messages, salut Tix le Geek, bonsoir également à 0x5642. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas salués parce qu'on était sur notre sujet.
En tout cas, bonsoir à tout le monde. Il nous reste 40 secondes de pub. Et donc, pour avoir fait un peu de logiciel embarqué à une époque, en industrie, on aime bien avoir du recul. C'est normal que je vois rien? Non. L'industrie, ils aiment bien avoir du recul, mais ils aiment pas faire les mises à jour. Ça, c'est un autre problème de Oui. sécurité. Normalement, c'est 1 minute 45 la pub Electronic Kids. Bon vieux kernel 3, Linux kernel 3, version 3 ou 2.6 que tu trouves des fois. Je voudrais faire un audit de sécu dans une usine d'une grande marque de chaussures française, des bottes. Rien qu'à lancer les scans réseau, les machins et trucs, poum. Je suis pas étonné. Bah voilà. Il y a une grande marque de tomates, on en a pas 50. Et je dis, qu'est-ce que t'as fait? Mais attends, j'ai même pas encore commencé à mettre les mains. J'ai juste fait une map. Et voilà, c'est fait tour map, le machin, blablabla, pof. Alors, c'est la fin de la page de pub. Petit commentaire, tu as totalement raison. Les Linux, je vois tout le monde parler de pub. Et là, je suis toujours sur le stream. La manière dont les pubs fonctionnent sur Twitch, c'est qu'ils ont... Là, on est 130. Vous êtes 130 sur le live, plus tous les autres viewers qui sont sur les autres lives. Ils ont un panier de pubs. Ils ont un panier de viewers non abonnés ou auxquels on peut balancer des pubs. Et ben, ils vont piocher quelques pubs pour certains viewers. Voilà. Et vous pouvez très bien, pendant un an, ne pas avoir une page de pub. Et puis après, pendant 3 mois, chaque fois que vous allez sur un stream, vous tapez toutes les pubs. C'est complètement... Enfin, je pense que c'est pas aléatoire, mais de notre point de vue, c'est complètement aléatoire. J'aurais bien rechargé l'équipe de refroidissement, mais je crois que ça va attendre la fin du live aussi. XL qui nous dit en industrie, ça tourne encore sur du Windows 2000. C'était quand? Il y a un peu moins d'un an, j'ai intervenu pour donner une formation chez un gros client, dans lequel j'expliquais que j'étais tombé sur un client qui avait encore du NT4. Et ce client-là disait oui, nous aussi. Ah oui. Et on prie pour que le matériel y tienne le coup. Alors il y en a certains qui les ont virtualisés, mais là ils ne veulent pas le virtualiser parce qu'il y a du matériel branché dessus qui n'est pas intégrable dans une machine virtuelle. Nous, on a fait des trucs, le matériel médical qui perd ses certifications parce que tu peux pas changer d'OS, parce que tu peux pas mettre des mises à jour et compagnie, que tu es obligé de mettre dans des VM, dans des VLAN, entouré de firewall et compagnie, pour que les mecs ils veuillent encore faire le support sur les softs. Faut pas s'étonner encore qu'il y ait des gros problèmes de sécu une fois qu'il y a une merde qui rentre. Ah bah après, elle peut facilement se répandre. Alors j'explique ma problématique. Depuis 1 an et demi, je vis à la campagne. J'ai quitté Paris, dans lequel j'étais dans un petit appartement avec la fibre. Je suis arrivé à la campagne. J'ai, à plus de 50 ans, après des années d'économie, réussi à m'acheter une maison. Mais le critère pour choisir la maison, c'était qu'il y ait la fibre. Donc il y a la fibre. Bon, elle n'était pas installée dans la maison. Ils ont mis 1 semaine à l'installer. Enfin, rendez-vous, j'ai attendu 1 semaine avant qu'elle soit installée, donc aucun souci. Et donc j'ai une belle fibre à la maison. Mais comme à plein d'endroits dans ma région, la fibre, bah déjà la maison est raccordée en aérien, et le petit hameau dans lequel je suis, les quelques maisons où on est, parce que je ne suis même pas dans un village, je suis dans un lieu dit, et bien on est en aérien. Donc il y a des poteaux téléphoniques, entre guillemets, c'est pas juste téléphonique parce qu'il y a une partie de l'électricité, mais il y a également le téléphone et la fibre optique qui passe comme ça en aérien. Et l'aérien, c'est super, parce que c'est facile à déployer, rapide à déployer, ça marche plutôt bien. Mais des fois, c'est en bordure de champ. Et des fois, les tracteurs, ils reculent dessus. Des fois, il y a des mecs qui ont un peu picolé, qui rentrent de soirée, et puis qui ont oublié qu'il y avait un poteau. Et quand un poteau est par terre... Comment? Des fois, il y a du vent. Et des fois, oui. Et alors, la problématique, c'est que je sais que ça me pend au nez d'avoir une coupure. Alors, c'est pas un coup de pelleteuse, là, en l'occurrence, parce que c'est pas dans le sol. Mais c'est surtout que l'alternative, il n'y en a pas. Puisqu'il n'y a pas de ligne téléphonique ici. Il y a de la 4G. Mais si on se retrouve tout le hameau coupé de fibres, on va tous se mettre sur la 4G.
Et les débits ne vont pas être terribles. Moi, je donne des formations à distance. Je fais des lives comme ici. Je monte des vidéos sur YouTube. Pour moi, c'est un aspect important de mon activité d'avoir une connexion. Et donc, je m'étais dit, il faut que je prévoie la possibilité d'avoir un backup. Alors, franchement, au départ, j'étais parti sur du 4G. Et cet été, il y avait une promo chez Starlink qui faisait l'achat de l'antenne et du routeur moitié prix. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à un peu plus de 400 €, il le faisait à 200 €. Ce qui est un budget quand même, hein, que ce soit clair. C'est ce qui m'a décidé. Normalement, je voulais faire ça l'an prochain, mais là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai choisi de prendre. Donc, j'ai commandé une antenne Starlink et un abonnement à 40 € par mois. Et ma 4G passe aussi par la fibre. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Moriarty. Ma 4G passe par la fibre aussi, mais il faut que ce soit coupé en amont de la 4G et pas entre la 4G chez moi, parce qu'il y a quand même quelques kilomètres entre les deux. Il faudrait que ce soit la même. Donc oui, ça peut arriver, mais bon. Donc du coup, j'ai reçu ça. Ça a mis entre une semaine et 10 jours à arriver, en plein été. Et c'est rigolo parce que c'est avec un autre streamer que je l'ai déballé, parce que je l'ai reçu quand il était à la maison. C'est l'ami Yodim, où on a démonté l'antenne. Alors on l'a pas posé, au départ on l'a juste posé dans le jardin pour tester. Il y a un grand câble avec un connecteur propriétaire à la con. À savoir que c'est de l'Ethernet PoE un peu boosté qu'il y a derrière. Mais il y a un connecteur à la con. Et il y a le routeur. On a posé l'antenne. J'ai téléchargé l'application. Je me suis connecté sur le routeur. Ça ne marchait pas parce que j'étais trop pressé. Tout simplement. Je voulais aller trop vite, donc je l'ai reseté et tout. Non, il faut attendre 10 minutes. Et puis au bout de 10 minutes, on est connecté. L'antenne, elle recherche un peu. Et je vous mens pas en vous disant que au bout d'un quart d'heure, on avait une connexion qui fonctionnait. Pas optimale, mais elle fonctionnait. Il faut attendre à peu près 6 heures pour que la connexion soit optimale, parce que il va faire un scan du ciel pour voir où sont les obstacles. Et une fois que le scan est fait, il positionne l'antenne, elle n'a pas rebougé depuis. Et là, j'ai une connexion qui fonctionne. Fonctionne, ça veut dire que en download, donc d'internet vers moi, ça tourne entre 100 et 200 mégabits par seconde. Et en upload, alors je disais entre 10 et 20, et apparemment c'est plutôt entre 10 et 30, parce que j'ai refait des tests où j'ai été plusieurs fois au-delà de 20. Voilà. Donc c'est un petit peu ça le débit qu'on va avoir. Comme tu dis, c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Ça me coûte 40 € par mois. C'est sans engagement. Alors j'ai acheté le kit, donc là celui-là, ça c'est fait, c'est payé. Le problème que j'avais, c'est que l'antenne où je voulais la mettre de façon à demeure, j'avais pas assez de longueur de câble. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû commander un câble supplémentaire qui coûte un bras, plus long, pour pouvoir venir jusqu'à la maison, entre la maison et l'antenne, fixer l'antenne en dur, et tout va bien maintenant. Alors, l'achat, je l'ai payé, le Finnois, 200 €. Le kit normal hors promotion, c'est 450 €. Et à partir de là, pour le moment, il arrive dans le sous-sol et il est connecté à rien pour l'instant. Mais j'ai encore d'autres choses à dire, mais je voudrais faire un énorme merci à Amandine qui vient de nous faire un raid. Et bienvenue à toi. On est en train d'enregistrer en quelque sorte un podcast, une émission. C'est l'épisode 2 qu'on enregistre. Et merci énormément pour ton raid. Et bienvenue également à tous tes viewers. Et là, je suis en train de parler un petit peu de mon expérience Starlink. Et les questions que je me suis posées derrière, c'est, bon, Damien, tu vas pouvoir commenter un petit peu dessus derrière, mais le routeur, 2 choses. Un bon point, c'est qu'il est basculable en mode bridge, ce qui est plutôt pas mal. Deuxième point, il n'y a pas de redirection de port, rien du tout de tout ça, parce qu'il y a du CGNAT dans tous les sens.
Enfin, il y a plusieurs niveaux. Enfin, je passe par du 180 au 168, par du 172, par du 100. Puis je crois que je repars après avec un 172 16. Donc, ouais, il y a plusieurs couches comme ça. Donc, on oublie le fait de rediriger des ports. Ça marche pas. Par contre, il y a l'IPv6. Je suis pas allé plus loin que ça. J'ai pas vraiment eu le temps de creuser, mais il y a de l'IPv6. J'ai vu que je récupérais une IPv6 quand je me connectais dessus, ce qui est plutôt intéressant. Moi, ça va pas me gêner, parce que moi, j'utilise un réseau en overlay par-dessus. J'utilise un Tailscale. Une connexion internet entre chez moi et puis un de mes serveurs, et puis Tailscale, et puis ça marche. Donc, ça va pas plus me gêner que ça. Mais le gros avantage que j'ai vu, c'est qu'il a fallu un quart d'heure pour avoir une connexion. Voilà. Damien, tu avais parlé un petit peu de la sécurité qu'il y avait autour de ça ? Oui, parce que j'ai des collègues qui se sont intéressés, enfin un collègue et un stagiaire du coup, ce qui est un suivi de stage qui a été fait sur la. Alors c'était sur l'antenne du Starlink, donc le routeur était hors scope dans l'analyse, parce que c'est vraiment très intéressant de voir comment c'est conçu. Et il y a des chercheurs en sécurité qui ont trouvé notamment plusieurs vulnérabilités permettant de bypasser le secure boot de l'antenne avec un petit mode. Donc ils ont fait un petit PCB sur mesure que tu viens souder à certains endroits et ça permet d'avoir un shell sur la machine. Et c'est quand même assez bien fichu d'un point de vue autant d'un point de vue hardware que d'un point de vue software sur l'antenne. C'est assez impressionnant. Il y a un gros travail de R&D derrière qui est assez qui est vraiment impressionnant. Je crois que c'est le mot vraiment par rapport à ça. Après au niveau sécurité il y a des choses à améliorer. Pardon. L'antenne en elle-même, techniquement, elle est bien parce qu'en fait, alors elle va bouger, mais elle n'est pas faite pour bouger tout le temps. Parce qu'en fait, c'est plein de petites antennes. Je sais quoi, c'est 1024 petites antennes qu'il y a, qui travaillent ensemble. Compte, ouais. Et il faut un déphasage entre les antennes pour créer un faisceau virtuel. En fait, ça s'appelle beamforming. Pour pouvoir en réalité suivre le satellite. L'antenne ne bouge pas, mais les antennes sont déphasées entre elles pour qu'elles puissent suivre le satellite. Et puis après, il y a une partie d'autres antennes qui prennent l'autre satellite et hop, ils font le handover comme ça. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Les bandes, ça doit être des bandes KU, je crois. À vérifier, ça peut se retrouver. Non, et puis il faut noter aussi que nous, on en a une pour une personne qui est en télétravail, qui n'avait pas la fibre, qui avait une ADSL qui était pourrie. Fixou, ça a coupé. Et on ne t'entend plus. On a quelqu'un qui est en télétravail, on lui en a pris une. Et le fait d'être en orbite basse comme ça, on a très peu de latence. Il avait fait de la voix sur IP dessus, et même la voix sur IP, ça marche très bien, quoi. Oui, en termes de latence, c'est entre... je vais regarder là, parce que ça varie. J'ai un graphe qui me donne un petit peu les variabilités. Où est-ce qu'elle est ? Hop. Alors je vais essayer de me connecter dessus. J'ai 2 étages à descendre, donc je ne sais pas si ça va passer. Mais si, ça devrait passer. Et d'ailleurs, si vous avez du Starlink et vous allez sur 192.168.100.1, vous avez la même chose que l'application, mais dans votre navigateur. Statistiques. Alors la latence, là elle est élevée. Je pense que c'est parce que c'est le soir. On tourne aux alentours de 50 millisecondes. Minimum 24 millisecondes. Maximum 111 millisecondes. Mais il y a eu juste 2 pics. Dernier 45 millisecondes, 42, 44. Ça tourne essentiellement, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est la ligne jaune qui est là. Ouais, les 2 pics sont à 100 millisecondes. Sinon, on tourne, c'est autour de 50. C'est inférieur à 50. Ce qu'on avait à l'époque avec la DSL. Hein. C'était... Alors nous, pour la petite histoire, on l'a testé au bureau, on l'a branché 2 jours, on a fait les tests de débit, de latence et compagnie, et après on l'a déplacé de 15 km. Puis on la déplace, on la met là-bas, on l'allume, pas de réseau. Donc on a appelé le support, et en fait le support ont vu qu'on l'a déplacé de 15 km, et donc on a fait une demande de déplacement parce que ça fait peut-être 2 ans qu'on l'a, c'était les toutes premières versions avec les trucs, et ils nous disent bah vous pouvez pas la déplacer tout le temps parce que c'est comme ça, et donc au bout d'un quart d'heure, elle a dû nous déverrouiller ou changement de je sais pas quoi, et ça s'est mis à fonctionner, quoi. Donc peut-être que les 15 km suffisaient à ce qu'on attaque différents satellites, je sais pas.
Je sais que, en tout cas aujourd'hui, dans les abonnements, moi c'est un abonnement fixe que j'ai à ce prix-là. Euh, le- L'idée, c'est que si jamais tu veux l'avoir en mode mobile, c'est un abonnement plus cher. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont provisionner des stations au sol vis-à-vis des satellites par rapport à ton emplacement, par rapport à ta région. Et ils te disent bien, attention, quand vous passez en mobile, c'est plus cher, vous pourrez peut-être pas repasser en fixe à votre endroit s'il n'y a plus de disponibilité. Donc en fait, je pense que c'est principalement pour... Alors déjà, c'est d'un point de vue commercial, Oui, mais également des contraintes de ce côté-là de provisioning. Donc, donc ça peut être intéressant. Il y a Petrus qui dit le délai de propagation sol, sat, sol, sol, voire sat, sat. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de satellite vers satellite. Et justement, ça permettrait d'avoir une meilleure gestion de plus de monde dans une zone en satellite vers satellite pour pouvoir décharger certaines stations sol. Parce que pour le moment, c'est ping-ping. On va vers le satellite, on redescend vers le sol. Et effectivement, comme dit... j'ai perdu le message. Dinome, Starlink reste tout de même un gros problème pour les astronomes, vu la quantité de satellites en orbite basse. Je suis assez d'accord. Et non, pour le moment, j'ai pas installé de bascule automatique. Pour le moment, j'ai juste le routeur qui arrive au sous-sol. J'ai acheté le connecteur Ethernet parce qu'il n'est pas livré avec. Donc j'ai racheté un câble et j'ai dépensé pour 200 balles. Hein. Et un adaptateur Ethernet à mettre dessus. Là, je me connecte en Wi-Fi directement sur la borne. Le connecteur Ethernet est connecté sur un switch qui n'est pas encore branché électriquement. Donc j'en suis là. Mais au moins, ça sera prêt. Il y en a qui disaient il ne manque plus que le groupe électrogène. Je l'ai, le groupe électrogène. Il est au sous-sol. Donc si jamais je donne une formation en ligne qui a une coupure de courant ou coupure d'internet, je continue ma formation. C'est pas un problème. Il va falloir que je descende pour allumer le trou, mais je continue. Il y a des questions intéressantes de Delicious Faris qui demandent, et ils ont donc installé des stations partout en France reliées à la fibre. Alors il y en a très peu des stations. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 en France, et il y en a au Royaume-Uni. Et moi, vu qu'elle est dirigée vers le nord, je pense que je tape vers le nord de la France et le Royaume-Uni, peut-être la Belgique par là. Et mon adresse IP, c'est une adresse IP. Je ne pense pas qu'elle soit géolocalisée parce que je tombe chez un pool d'adresses IP de chez Cloudflare. Donc voilà. Voilà un petit peu mon retour d'expérience sur cette histoire de Starlink pour le moment. Donc, il y aura des évolutions, parce que j'espère bien que ça soit connecté en permanence, et puis faire une bascule automatique, manuelle ou automatique, d'abord manuelle puis automatique, à réaliser. Petit truc qui est rigolo, quand je l'allumais, elle bouffait 120 watts. Ce qui est énorme. Hein. Enfin, l'antenne, hein, pas le routeur, 120 watts. Là. Et... Oui, c'est une IP de type FAI. Et j'ai regardé la configuration, c'est que quand elle s'allume, il la met en mode chauffe, parce qu'il y a un mode chauffe, pour faire fondre d'éventuelles neiges qu'il y aurait dessus, qui empêcherait la réception. Donc j'ai désactivé ce truc-là, et elle consomme, je sais pas, 40... Le routeur et l'antenne, c'est 45 watts, un truc comme ça. Je vais vous dire ça tout de suite, parce que c'est branché sur une prise qui me mesure ça. Ah, faut que je me remette sur le bon réseau aussi. Ah si, c'est bon. Puissance 49,72 watts pour l'instant. Voilà. Pour vous donner une petite idée. Merci Virtualabs pour le lien sur l'analyse d'antenne. Je vais aller regarder ça. Et puis il y a Petrus également qui a mis plein de liens pour aller creuser tout ça. Et chat adore se mettre sur l'antenne quand il y a de la neige. Bah c'est chaud quoi. C'est chaud. Mais moi il est pas... Et c'est au fond du jardin, sur une arche, donc c'est pas très très accessible. Mais au moins c'est bien dégagé. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que ce deuxième épisode du TechStream s'est mieux passé que le premier d'un point de vue audio et vidéo. Je chercherai à améliorer la qualité audio parce que je pense qu'on peut encore améliorer. Mais j'ai sans doute avoir d'autres tests à faire. En tout cas, je tiens à remercier énormément FX et Damien
pour leur participation. On refera ça sans doute, hein, peut-être en fonction de l'actualité, si vous avez des choses à raconter, à présenter. Là, c'est les premiers épisodes, donc on découvre les intervenants. Je tiens énormément à vous remercier. Et Fix, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé où on peut te retrouver pour pouvoir te suivre? Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Blue Sky, Fixoulab, et vous me retrouvez souvent le week-end sur Twitch, le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, ça dépend. J'annonce avant, ça dépend du temps que j'ai eu, ça dépend de plein de choses, mais c'est souvent le week-end en fait, rarement dans la semaine. Ouais. Attends, je vais essayer de retrouver ta chaîne pour le stocker, parce que je voulais faire un shout-out, mais il veut pas, j'en ai trop fait. Ah, et vous avez les replays sur YouTube qui sont pas montés, qui sont balancés comme ça. Ouais, on dit rien de secret, hein, et voilà. Et ce qu'on va faire là, donc j'avais annoncé la semaine dernière, on va peut-être faire des lives de sécurité avec un gars que je connais qui est spécialisé en sécurité, un peu comme Damien. Mais on a un frigidaire connecté à les dépiauter. On va reprendre aussi pas mal de dépannage de consoles. Et puis plein de petits bricolages électroniques. Là, j'ai retrouvé des interrupteurs sans fil mais sans batterie. Avec l'impulsion, ça suffit. Des trucs comme ça, oui. Et en fait, on va en démonter un, puis on va regarder un peu comment ça fonctionne. Comment le piezo peut envoyer, ce qu'il y a sur le PCB, l'antenne, la fréquence, qu'est-ce que ça envoie. Donc voilà. Plein de petites choses comme ça. Ça c'est souvent décidé 3 heures à l'avance, et puis voilà, oui, quoi. C'est en fonction de l'envie du moment. Ouais, exactement. Et Damien? Moi, sur Twitch, généralement le mardi soir et jeudi soir. Donc, pas aujourd'hui forcément, mais à partir de 21h30, donc, je suis plutôt un streamer du soir et de la nuit. On finit des fois un petit peu tard. Sinon, sur les réseaux sociaux, je suis en train d'éviter X, ex-Twitter. Donc je suis joignable en DM, on va dire, sur X si vraiment il y a besoin. Sinon je suis très présent sur Mastodon, sur virtualizanmamode.fr. Voilà, donc je mets quasiment tous les news et ce que je fais maintenant sur Mastodon. Donc si vous voulez suivre l'actualité en tout cas de ce que je fais, c'est là où il faut aller. Très bien, mais écoute, je te remercie. Et puis moi, vous pouvez me retrouver ici. Habituellement, c'est le vendredi soir et le dimanche soir. Maintenant, une fois par mois, le mardi soir ou le mercredi soir, ça pourra varier pour l'enregistrement du Techstream. Et puis je suis présent sur différents réseaux sociaux sous le pseudonyme Y-Rougi. Pas toujours Yorzian. Moi, j'avais pas prévu que Twitch ça marcherait pour moi, donc j'avais pas. C'était un vieux compte Twitch du nom de mon personnage de World of Warcraft. J'avais pas prévu que mon Twitch il attirerait des centaines de personnes. Enfin, une centaine de personnes. Et donc, du coup, il n'est pas cohérent par rapport aux autres noms. Donc, alors, est-ce qu'il y a une chaîne avec le premier Techstream? Pour le moment, je ne l'ai pas posté parce que le son est une catastrophe. Mais je vais peut-être essayer de, dans la semaine, poster les 2 épisodes sur une chaîne dédiée que je n'ai pas encore faite. Voilà. Eh bien, avant de vous quitter, je vais proposer qu'on aille faire un raid. Eh bien, je sais tout de suite chez qui on va aller faire un petit raid. Puisque j'en parlais tout à l'heure, on va aller faire un petit raid chez l'ami Yodim. Hop, je sais pas ce qu'il fait. Alors je vais peut-être regarder s'il est pas sur la fin de son live quand même. Ça fait 3h33. Ouais, je sais pas s'ils sont pas en train de chercher un raid. On va se dépêcher de le raid avant qu'il nous raid. Hop. Oula. Il veut pas. Moi, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été aussi nombreux ce soir. Je vous dis, moi pour ma part, à vendredi. Profitez bien de la semaine. Merci à tous et puis à très très vite. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Hop, je regarde juste. Je vais arrêter le stream. Voilà.